Salut la catchosphère et très bonne année 2017, on va commencer en faisant les choses dans l'ordre. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, nous on a préparé plein de bonnes choses pour ce retour. Et quand je dis nous, bien sûr vous avez l'habitude, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de mes habituels compagnons. Tout d'abord Gwen. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Mais également notre belge de compagnie qui est à la fois notre mascotte, notre punching ball et plein d'autres choses, Alec. Hello tout le monde, Happy New Year. Voilà, c'est également notre monsieur chanson, hein, pas très efficace sur ce point-là. Mais exceptionnellement, ce soir, on a un invité d'exception, un catcheur qui a beaucoup tourné, qui tourne beaucoup. Je vous demande de faire un maximum de bruit, bien évidemment, même si on ne vous entend pas, pour Gianni Leon. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Ah, merci. Ouais, ça nous fait plaisir, c'est vraiment une fierté. Alors on va revenir sur ton actualité et on va te poser quelques questions et on va tout de suite commencer. Gwen, je t'en prie, à toi. Alors, déjà, donc, ouais, comme on a dit, bonsoir, merci d'être parmi nous. Il y a quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous résumer ton parcours actuellement, ta formation et en gros du début jusqu'à maintenant? Ouais, ça va être long, on va faire court. En fait, j'arrive de la lutte gréco-romaine. À 18 ans, j'ai eu la chance d'être pris sous l'aile de Flash Gordon, donc de la Wrestling Star. Après quelques temps, on m'a proposé de partir aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai eu disons un petit push ici en Europe et que d'un coup on m'a plus vu pendant 2-3 ans. C'est parce que justement j'étais en formation aux États-Unis. J'ai pas mal pu tourner là-bas, notamment sur pas mal de house show TNA. Donc ça c'était cool. Et à mon retour ici, j'ai essentiellement travaillé pour la Wrestling Star. Donc voilà, maintenant on sait très bien que quand on est à la Wrestling Star, on est un peu moins médiatisé. On a les fans Wrestling Star et les fans du catch français. Donc c'est deux mondes différents. Donc c'est possible que les gens qui suivaient pas la Wrestling Star me connaissent pas. Mais bon, c'est normal, on est dans le catch français. Et là, il y a à peu près 2 ans, j'ai arrêté complètement avec la Wrestling Star. On s'entendait plus trop sur les points du contrat. Du coup, maintenant, je suis un peu partout et un peu nulle part en même temps, notamment avec le projet de Lucina Catch, dont on parlera plus tard, quelque chose qui a pris énormément de temps. Alors, ouais, excuse-moi, Gwen, je t'interromps, j'ai une question. Donc, tu nous as dit que tu as travaillé notamment à la TNA et à la WS. Est-ce qu'il y a une façon, sans rentrer dans les détails forcément, mais est-ce qu'il y a une façon de faire différente entre la façon de préparer un show dans les coulisses, par exemple, à l'américaine et plutôt à la française? Disons que quand on travaille pour une télé américaine, on va vraiment monter ça comme une série. Donc il n'y a pas de place pour l'improvisation, il n'y a pas de place pour le petit problème. C'est-à-dire que c'est des spectacles qui vont être préparés, comme je dis souvent, au poil de cul, où on sait exactement quand arrive la pub. Tandis que quand on travaille avec, par exemple, la Wrestling Star, comme on vient de le dire, là c'est vraiment du spectacle tout public, où on se déplace dans les petits bleds de France. Où là on va vraiment s'amuser, on va vraiment avoir un contact avec le public, ce contact qu'on n'a pas aux États-Unis. D'accord. Mais justement par rapport à ça, parce que tu parles de contact, tu préfères quoi? Plutôt le catch à la France? Qu'est-ce que tu trouves d'ailleurs même le plus enrichissant finalement de tourner dans ton... tu es suisse si je dis pas de bêtises? Non, tu dis pas de bêtises. Voilà, donc on va dire dans le catch francophone plutôt que de dire ton pays d'origine. Donc, ou alors tu préfères quand même travailler aux États-Unis dans les structures plus pro, vraiment plus carrées. Qu'est-ce qui t'apporte le plus? Alors, disons plus pro, pas forcément, parce que on peut se retrouver aux États-Unis sur un house show TNA, on peut se retrouver sur un taping TNA, comme on peut se retrouver dans une vieille cave dans un bar d'Orlando, où là ça va pas du tout être pro. Mais disons, si on voit États-Unis, donc la partie pro, j'avais un certain plaisir à travailler là-bas parce que j'aimais quand c'était carré. C'est-à-dire on sait exactement comment ça va se passer et il y aura rien qui va partir en travers parce que de toute façon si ça part en travers on est viré. C'est la différence qu'on a avec la France. En France, disons que on va plus laisser le catcheur s'exprimer, plus le laisser partir dans son style. On va pas lui coller une image et il va pas devoir s'y faire. Donc le catch français au final, ça me plaisait bien. Enfin le catch européen en général parce que c'est vraiment enrichissant. On apprend énormément des autres catcheurs. On a vraiment le temps d'apprendre, on a vraiment le temps d'échanger avec eux, tandis qu'aux États-Unis, on arrive à 19h30, on catch à 20h et on part à 20h30. Donc c'est pas du tout la même chose. On a un autre plaisir quand même sur le catch européen et je pense que je peux dire que je préfère le catch européen. D'accord, ok.
Donc toujours d'après le CV que j'ai eu de toi, t'as été formé chez Dudley, c'est bien ça? Ouais, j'ai été formé dans un premier temps chez les Dudley, donc plus principalement par Bubba Ray Dudley, d'Yvonne que j'ai pas trop eu l'occasion de côtoyer là-bas. C'est un peu Bubba qui m'a pris sous son aile là-bas. Entre autres aussi par la Wild Samoan. Donc au bout d'un moment, quand j'en ai un peu ras-le-bol des Dudley, je suis parti à la Wild Samoan pour voir ce que ça donnait. D'accord, c'est quand même assez varié et assez classe. Ouais, ben il faut se faire un bagage. Non, mais c'est une bonne chose, c'est une super bonne philosophie. Bon, maintenant qu'on a vu à peu près ton parcours, qui est quand même déjà vachement long pour ton âge, tu rends compte que tu es quand même assez jeune. Ah bah merci. Je t'en prie. Maintenant, Alors, t'es revenu par chez... je t'interromps, Gwen. Il a quel âge? C'est peut-être la question que les gens se posent, du coup. Oui, si pardon, c'est pas indiscret, bien sûr. Non, bah c'est pas indiscret, on me donne 35 ans en général, donc j'ai 27 ans en fait, j'ai que 27 ans. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Ah ouais, d'accord, je comprends la réponse, ouais, il est vieux. Sachant que là, effectivement, pour une comment dire, pour 27 ans, c'est respectueux quand même, c'est respectable, pardon, ce que tu as fait. C'est quand même assez impressionnant, sachant que t'as commencé très tôt, donc. Bah, j'ai commencé en fait à 18 ans en fait. Dès le moment où j'ai arrêté la lutte, je suis parti dans le catch, alors que je dis honnêtement en fait le catch, quand on m'a proposé d'en faire, quand Flèche m'a proposé d'en faire, j'ai dit directement non. J'ai dit non, moi être en petit slip rose avec de l'huile sur le corps, ça m'intéresse pas du tout. Et il m'a dit ouais, vas-y, t'as la tronche, t'as le corps, fais-le. J'ai dit bon, allez, on va le faire. Il y a un petit quelque chose pour ceux qui regardaient South Park qui me fait vachement penser à l'épisode sur le catch dans South Park justement. Pour ceux qui regardaient justement ce côté le lutteur qui refuse justement le catch au début parce qu'il a des clichés en tête et finalement qui finit catcheur. Il y a une histoire similaire dans South Park. Oui, quand on lui propose le boulot, oui. Exactement, ouais. Ok, bon. En tout cas, n'empêche, c'est quand même, donc comme je disais, c'est vachement impressionnant pour ton jeune âge. Et maintenant, donc t'as quand même un nouveau projet qui est mine de rien la nouvelle usine à catch. Donc, est-ce que tu peux nous dire où tu vas l'ouvrir? Qu'est-ce qui a motivé cette ouverture et le projet qui est attenant à tout ça? Bah, disons que pour les fans de catch, c'est le projet usine à catch est le projet principal. Alors en fait, faut savoir que c'était pas le projet principal en fait à la base. J'ai décidé de m'expatrier en France il y a un an. Donc je suis probablement un des seuls Suisses qui est parti travailler en France pour monter avec mon associé ma salle de sport en fait. On a décidé de monter une petite salle de sport de 250 mètres carrés qui était principalement dédiée à aider les sportifs de la région, les athlètes de haut niveau de la région à avoir une préparation physique digne de ce nom et aider aussi un peu les gens à perdre du poids, à se remettre en forme ou à atteindre leurs objectifs. Et alors vu qu'on a vu que ça a très très bien marché, on s'est dit après 3-4 mois d'activité, bon on va faire une extension. C'était censé être une petite extension, on est quand même parti sur presque 3 fois la taille de notre fitness actuel en extension, c'est-à-dire qu'on avait 250 mètres carrés, maintenant on en a plus de 750. Et en même temps, en parallèle, je voyais Booster qui fermait son usine à catch. Alors, Booster, on a toujours eu des liens très particuliers parce qu'il faut savoir qu'il m'a pris au début, quand j'ai commencé, c'était un des premiers à me faire confiance avec Fausto Constantino. C'est les premiers qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait venir de Suisse pour catcher chez eux, alors que j'avais un prix relativement élevé, rien qu'en trajet, vu que je pouvais pas demander énormément de cachet en combat. Et Booster, il m'a toujours fait confiance, même qu'après je suis parti chez Flèche, après je suis parti aux États-Unis. En venant, pour Booster, il avait toujours une place pour moi chez lui. Et ça m'a énormément touché. Du coup, quand j'ai vu que l'usine à catch fermait, pour moi, c'était pas possible parce que c'est l'usine à catch. Ben, on sait qui est sorti de l'usine à catch, les talents qu'ils en sont sortis, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai directement contacté Booster. Alors que j'avais une proposition aussi peut-être vous avez vu un peu ce qui se passe avec Al Snow qui a fait son Impact Academy en Angleterre. Le but, Al Snow voulait qu'on lance ça ensemble en France. Et pour finir, j'ai quand même préféré travailler avec Booster parce que l'usine à catch, pour moi, c'est quand même le truc qui a un peu lancé ma carrière dans le catch parce que c'est là que j'ai vu qu'on pouvait vraiment être formé au catch en Europe, qu'il y avait vraiment quelque chose qui était fait. Donc pour moi, s'il y avait quelque chose à ouvrir ici, c'était l'usine à catch. Et on a décidé donc d'installer dans notre nouvelle installation, disons, le ring, plus encore tout un tas d'installations pour préparer des futurs catcheurs. D'accord. Et donc, bon, ça quand même, c'est un projet très ambitieux et tout. C'est une belle chose. Est-ce que vous avez déjà
un objectif en tête, autant de revenus d'ailleurs que de nombre de formations, ou est-ce que ça va être vraiment au fur et à mesure des gens qui viennent? Alors, on a été invité hier soir avec Booster sur une autre émission où justement on parlait un peu de l'objectif. Comme expliquait Booster au début, il avait en tête au départ de l'usine à catch, vu qu'il formait ces jeunes dans une salle qui payait pas, dans une salle qui était donnée par peut-être la mairie, je ne sais pas. Il avait une vision très élitiste, il n'y avait pas un chiffre à faire en tête. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre vraiment ceux qu'il voulait prendre et pas besoin de rentabiliser le truc. Ensuite, il s'est déplacé à Béthune où là, il avait besoin de rentabiliser une salle qui avait un loyer, où là, il a dû prendre, comment on appelle ça, c'est vulgaire, mais du tout venant. D'accord, il prenait vraiment voilà, des débutants comme des gars déjà formés. Ici, à l'usine à catch à Cluse, la différence, c'est que c'est dans une salle de sport qui marche actuellement bien, touche du bois, et qui est rentabilisée par les adhérents de notre salle. C'est-à-dire qu'on n'a pas un chiffre à faire pour l'usine à catch. Donc on va retourner dans une catégorie élitiste où on va vraiment former des gars qui en veulent. On aura des cours donc dans la semaine, donc c'est des cours à la semaine où les gars sont à l'usine à 4 jours par semaine, lundi, mardi pour la condition physique, jeudi, vendredi pour du travail en ring. Donc là c'est vraiment 4 jours de cours par semaine. Là on aura et des débutants et des avancés. Après le but, comme vous avez vu, on lance un stage le 18-19 février, 18-19 mars, c'est-à-dire qu'on lance déjà 2 stages dans la première série, en 2 mois 2 stages. Là on va essayer de travailler avec des gars qui sont déjà des workers. C'est-à-dire qu'on va essayer de les prendre et leur coller l'étiquette usine à catch et amener une qualité de travail. On cherche plus une qualité de travail qu'un chiffre. Donc en fait, quand tu dis que c'est élitiste dans la mesure où c'est vraiment la volonté. Ça veut pas dire que vous allez refuser le petit jeune, entre guillemets, qui arrive et qui veut débuter. C'est vraiment la volonté qui va être décisive, c'est bien ça? Exactement. On en parlait hier encore. On disait, ouais, mais les gens disaient, ouais, de Paris à Béthune, ça fait déjà une trotte, mais alors maintenant, pour aller jusqu'à Cluse, les gens se rendent pas compte. Pour être formé, c'est rarement le voisin qui forme des catcheurs. Là, ils peuvent s'estimer encore heureux d'avoir 6 heures de route à faire, maximum, parce que on a des catcheurs, je prends mon cas, je prends le cas de Booster, nous, c'est pas 6 heures de voiture qu'on a fait, c'est 3 heures de voiture pour aller à l'aéroport et 6 heures d'avion et 3 mois dans des motels pourris pour être formé par des catcheurs aux États-Unis. Donc là, c'est complètement différent. Ils ont la chance d'avoir un performance center en France maintenant qui leur donne toutes les clés pour travailler. Ça serait vraiment bête de les refuser pour 6 heures de route. Maintenant, on a des débutants. Donc les débutants, c'est vrai que ça sera plus compliqué parce que c'est des gens qui doivent travailler chez nous régulièrement, donc à la semaine, comme j'expliquais avant, avec ces 4 jours de cours par semaine. Donc ces débutants sont la bienvenue. Il faut bien commencer quelque part, on en est conscient. Après, pour les stages, on va faire des stages pour les débutants, des stages découvertes, mais on va quand même axer ça sur des stages élites. Quand je dis élite, je parle pas de gars qui sont déjà à 200 spectacles dans leur bottes, mais je parle de mecs qui sont déjà montés sur un ring et qui vont pas retarder les autres qui ont payé pour faire ce stage. D'accord. C'est différemment, non? Non, c'est pas du tout l'image que je veux donner, mais c'est. Non, mais il y a aucun problème. C'est une super bonne idée. Par contre, là, il est donc. On attendait que t'aies fini parce que ça va être le moment de passer notre première pause musicale. Pas de problème. Ah, je l'annonce cette pause parce que c'est un morceau que j'apprécie beaucoup, un des seuls morceaux d'ailleurs de cet artiste que j'apprécie. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes et avant ça, c'est Kenny West avec Powers. Ah, dans quelques minutes. Et de retour dans l'émission après cette pause musicale. Alors sur le chat vous avez posé quelques questions qu'on va tout simplement poser ensemble à Gianni. Alors tout d'abord on a Tony DW, notre fidèle auditeur qui nous demande si tu connais la Total Overtaking Wrestling. Non, il y en a tellement de promotions qui se font en ce moment. Non, je ne connais pas, mais j'irai jeter un coup d'œil. Il nous demande également si c'est bien de se lancer dans le catch à 17 ans. C'était bien, c'est enrichissant. C'est enrichissant parce que quand on a 17 ans, on est souvent encore un petit gamin avec pas un poil sur le zob. Mais on apprend vite, c'est vite l'école de la vie. Ah, j'adore l'image. Très belle réponse. Oui. c'est ça, on s'attendait pas à ça. Et on a également Bradley qui nous pose une question, qui nous demande est-ce que vous proposerez uniquement des stages et des entraînements donc, ou est-ce qu'il y aura aussi des shows de prévus?
Alors, je peux pas trop en parler maintenant parce qu'on attend encore une confirmation et j'ai pas envie de lancer de date dans le vent. Mais oui, on prépare un bon gros gala dans le premier trimestre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux un peu nous teaser avec des informations ou des indices? Ah, c'est compliqué. Je peux vous dire qu'on va travailler avec pas mal de mecs qui sont partis de l'AVS, donc des bonnes pointures. On va faire travailler essentiellement le circuit européen, mais vraiment des bonnes têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et c'est dommage. D'ailleurs, justement, ça permet de rebondir sur une question. Tu as travaillé aux États-Unis, tu as travaillé en France. Est-ce que finalement, tout à l'heure tu nous disais que tu préférais le catch à l'européenne puisque tu avais peut-être plus de liberté, mais est-ce que dans le style de worker, est-ce que tu préfères plutôt travailler avec des Américains ou est-ce que ou des Européens, ou est-ce que finalement il n'y a pas tellement de différence entre les deux? Il y a pas vraiment de différence en fait. Si tu te bases sur l'indie et pas le circuit pro, il y a pas vraiment de différence. On est tous un peu dans la même situation, tu sais, où les catcheurs cherchent des dates, essayent de gratter un peu pour aller parler à un promoteur ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment le même délire en fait, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. La différence, c'est qu'aux États-Unis, bon, les gars vont être un peu plus bookés parce que c'est vrai que tu lèves une pierre là-bas, il y a 4 spectacles qui se courent après, et tandis qu'ici c'est un peu plus dur. Les gars travaillent pour beaucoup moins cher et même des fois n'hésitent pas à donner de leur porte-monnaie pour se déplacer sur les spectacles. Donc il y a plus de spectacles donc on va plus croiser des mecs prêts à tout pour catcher et qui n'ont pas forcément le niveau. C'est la différence. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien, que j'aime de plus en plus en France, dans les promotions où je travaille, c'est qu'on travaille avec des mecs qui ont un niveau. Et par exemple, si je sais que je pars par exemple à la ICWA ou que si je vais dans la nouvelle promotion à Jimmy Gavroche, je sais que de toute façon, je vais tomber contre quelqu'un qui aura du niveau et j'ai pas à m'inquiéter de ça. Tandis qu'aux États-Unis, on savait pas si on rentrait entier. Ah oui, donc c'est moins le rêve à l'américaine qu'on pourrait croire, comme on pourrait le croire en fin de compte. Alors ouais, le rêve à l'américaine, faut vraiment avoir un coup de bol. D'accord. Alors on a une super bonne question de Théo qui demande en fait si tu comptes ramener des catcheurs étrangers pour les séminaires ou vous restez finalement entre vous. Alors je sais pas s'il parle des formateurs, parce que si c'est des formateurs, oui. J'ai pas mal de contacts du coup aux États-Unis qu'on pourrait faire venir, on pourrait imaginer faire venir ici. C'est pas encore dans les projets parce que pour l'instant on lance petit à petit. On va lancer avec des catcheurs européens dans un premier temps, des catcheurs francophones surtout. Et après j'ai rien contre Archer par exemple, mais je vais éviter de faire venir Archer pour une raison en fait qui est simple, c'est que tous les stages qui sont donnés ces temps c'est Archer. J'ai envie d'amener quelque chose disons de nouveau et d'amener des workers qu'on a l'habitude de voir travailler, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir donner des stages et qui ont une expérience très enrichissante qu'ils peuvent transmettre. C'est plutôt une même très bonne raison, je trouve. D'un côté, c'est en ayant des contacts avec différentes personnes qu'on progresse de toute façon. Alors avant de reprendre le fil de l'interview, Gwen, excuse-moi, je t'interromps. Encore une fois, on a une question que je trouve assez intéressante de Simon Emos sur le chat, qui nous dit quelle est sa vision, donc ta vision, Gianni, de la place des médias du web dans le monde du catch, étant donné les petites polémiques qui traînent. Quand on parle des médias du web, on parle de justement toutes les chaînes, toutes les pages Facebook et ces choses-là. Nous notamment, par exemple, c'est le cas de le dire, oui, vraiment, je pense que c'est ce qu'il veut dire, tout ce qui est page web, site internet, effectivement, oui. Alors, dans le monde, je vais pas pouvoir répondre. Par contre, en France, et c'est la réflexion que je me faisais hier soir, je me disais, si vous aviez commencé plus tôt, et je me demande, je pense que le catch français ne serait pas dans un si mauvais état maintenant. Je pense que on n'est pas médiatisé et c'est vous en fait qui faites cet énorme travail. D'ailleurs, tous les catcheurs devraient vous remercier pour ça parce que vous médiatisez le catch français et vous auriez dû commencer bien plus tôt. Ah, je sais que tu es, je ne donnerai pas de nom, mais je sais que tu es pas forcément le seul à penser ça, mais je connais d'autres catcheurs qui justement ne pensent pas la même chose en fait. Qui pensent qu'on devrait pas mélanger entre guillemets les catcheurs et on va pas dire les fans, mais les semi-pros, on va dire. Alors ouais, vous expliquerez à ces catcheurs que le catch c'est ça, c'est de la médiatisation. Donc on mélange quoi qu'il arrive les fans aux catcheurs. C'est-à-dire on est les premiers à dire soit t'achètes des bots, soit t'achètes des tickets. Donc soit t'es fan, soit t'es catcheur. Mais maintenant il faut bien se dire une chose, il y a une interaction qui doit se faire entre les médias. Donc les médias du web, vu qu'on n'a pas la chance d'avoir les médias télé, à part quand Touche pas à mon poste, ils invitent 2 catcheuses pour faire
pour faire leur petite émission et pour faire leur petit buzz. On n'a pas la chance d'être médiatisé. Donc, laissez les web radios, laissez tous ces médias du web faire leur travail, faire leur kiffer en fait, qui kiffent leur truc et qui continuent à médiatiser le catch français. Parce qu'au final, il y a personne d'autre qui en parlera sinon. Ça, c'est une réponse qui fait plaisir. Ouais, clairement. Mais par contre, justement, ces catcheurs en question souvent reprochent, et on l'a souvent entendu, on va pas se mentir, reprochent à ces fans entre guillemets de vouloir être vraiment trop impliqués, c'est-à-dire vouloir savoir ce qui se passe derrière, avoir accès aux coulisses, etc. et ne perdre finalement la place qu'ils ont dans le public, si tu vois ce que je veux dire. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Et est-ce que toi t'as cette vision-là aussi finalement d'une petite intrusion quand même, d'une tentative d'intrusion, ou que finalement leur place est très bien où elle est? Mais on parle pas d'intrusion. Si le catcheur est professionnel, il va pas laisser de toute façon s'introduire, peu importe quel média, dans le cercle fermé qu'on appelle du kayfabe. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de vous laisser rentrer dans ma sphère, je vous laisse pas rentrer et je dis ce que j'ai envie de dire. Pareil, tous les catcheurs sont libres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc s'ils pensent qu'il y a une intrusion, c'est que eux-mêmes en disent trop au départ. Écoute, je crois que c'est la meilleure réponse que j'ai entendue à ce sujet-là. Voilà, on peut pas dire mieux là, honnêtement, ouais, bravo. Je viens de résumer un débat qui date depuis 10 ans. Voilà. Ok, bon bah c'est la fin. Très bien. Bon. Alors on va reprendre le fil de notre interview quand même si c'est super intéressant. Et donc en fait, bon, maintenant on va passer un peu sur tes goûts à toi, donc petite intrusion. Et en fait, je voulais juste savoir, on voulait savoir, déjà, est-ce que t'as un style, on va dire, même si maintenant ça correspond plus à grand chose, mais un catch que tu aimes particulièrement, pas forcément un endroit où tu as catché, hein, mais par exemple, on sait bien qu'au Japon c'est très particulier, au Mexique c'est très particulier, aux États-Unis pareil, en Europe pareil et tout. Est-ce qu'il y en a un qui t'attire, ou même que tu n'es pas allé et où tu aimerais performer, que tu n'as pas encore fait? Je suis très intrigué par le catch japonais. Je suis très intrigué, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas dans le fait où j'aime ça. Alors quand je vois sur les réseaux sociaux, Kenny Omega qui a fait le match 6 étoiles de l'année, je vais aller regarder le match parce que ça m'intéresse. Je veux voir ce qu'ils appellent un match 6 étoiles. Après, je pense que c'est énormément un mouvement de foule aussi. Après, j'ai pas envie de m'attirer des ennuis par rapport à ce que je viens de dire, mais j'ai regardé le match. Après, le catch, donc la lucha libre, donc vraiment catch mexicain, j'ai pas accroché. Je suis pas fan. Je reste quand même très classique où je vais aimer le catch commercial. J'aime le catch américain, ça c'est vraiment en fait pour moi le catch américain c'est quelque chose, c'est la base, elle est là. Alors, je sais qu'on va me taper sur les doigts, on va dire non, la base c'est pas ça, c'est le catch mexicain, non, c'est le catch japonais. Pour moi, la base, c'est le catch américain. Pourquoi? Parce que maintenant, tout ce qu'on voit, si on parle de catch à quelqu'un, il va imaginer quoi? Il va imaginer ce qu'il voit sur différentes chaînes, et c'est du catch américain. Pour moi, c'est le style de catch que j'aime parce que c'est le style de catch le plus spectaculaire où on va plus mettre en avant les catcheurs et leur qualité. Tout le reste, disons que le catch japonais et le catch mexicain, ça va très vite s'apparenter à de l'indie. Et l'indie, ça commence de plus en plus à déraper. Après, je veux pas, comme je dis, je veux pas m'attirer d'ennui en disant ça. C'est un très beau catch, le catch japonais. La lucha libre est un très beau catch aussi. Ma préférence se porte pour le catch américain et voilà. Donc quand tu parles du catch américain, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler le catch mainstream, donc c'est la WWE, voire la TNA par exemple. Voilà, j'aime le commercial, très 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 commercial. D'accord. D'accord, bah c'est pas personne n'a tapé sur les doigts, hein, c'est pas une plus mauvaise réponse qu'une autre. Bah disons que j'aime m'en inspirer, que ce soit autant de ce que je vois à la télé, donc en performance sportive, autant du côté business en fait. Le côté business qu'a le catch américain, donc la WWE notamment, enfin principalement parce que c'est le plus gros business. C'est très intéressant et en vrai regarder ça de plus près et s'imaginer justement ce que ça représente d'avoir une compagnie comme ça, et ça c'est très intéressant. Bah ça, de toute façon, à mon avis, on en aura qu'une dans le monde, hein, parce que ça m'étonnerait qu'un jour quelqu'un, une autre promotion, puisse maintenant faire une concurrence à la WWE. Alors, je suis désolé, je vais te poser une question, c'est pas le but de te piéger, mais du coup, est-ce que tu as un avis sur la TNA? Est-ce que tu penses que la TNA est sur le bon truc et sur le bon chemin justement, peut-être, bon, pas forcément pour concurrencer la WWE parce que ça va être assez compliqué à mon avis, mais pour avoir un bon produit aussi? Parce qu'on sait que la TNA c'est un peu la cible préférée
des fans. Moi, beaucoup dans l'émission, hein, je l'avoue aussi. Mais du coup, est-ce que tu as un avis là-dessus? Il y a tellement de choses qui se disent sur la TNA en ce moment. Moi, je le dis sans langue de bois, le peu de temps que j'y suis allé, ça allait très très mal et je pense que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui gèrent au final. On a beau voir que c'est racheté par telle chaîne, par tel groupe, au final, c'est toujours les 6 petites mêmes personnes qui vont gérer le truc et qui vont toujours aussi mal le gérer. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment faire profiter leurs proches, qui aiment faire profiter les gens qu'ils aiment bien, et c'est pas le meilleur truc dans le business. Donc pour moi, la TNA, ça remue énormément, mais c'est juste une question de temps avant que ça s'éteigne complètement. C'est triste à dire, mais pour moi, c'est mon avis. Bah, aux dernières nouvelles, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a quelques jours, elle a été définitivement rachetée par, je crois, une chaîne de télé ou un truc comme ça. Je suis pas sûr. C'est une chaîne de télé, oui. Ouais. Elle a été rachetée et Dixie Carter a été déboulonné de son poste de président, par exemple. Oui, bien sûr. Maintenant, imaginez que vous êtes une chaîne de télé, que vous ne connaissez rien au catch et que vous rachetez une promotion de catch. Vous allez vraiment, vous allez faire quoi? Vous allez prendre des anciens dirigeants quand même pour vous mettre dans le bon chemin, non? Non, parce qu'elle a été virée, c'est ce que je viens de te dire. Non, je parle pas de Dixie en particulier. Je parle pas de Dixie en particulier parce que Dixie c'est l'image de la TNA. La TNA est pas gérée par une seule bonne femme dans son bureau qui gère les bookings et compagnie. Ah. On est d'accord. Après, oui, non, bien sûr. Après, on rentre peut-être un peu dans le technique. Hein. Donc là, on rentre dans le technique, bien sûr. Mais c'est pour dire que on aura toujours une même flopée de dirigeants qui sont pas forcément Dixie. Dixie était la tête dirigeante du truc. On reste quand même dans une politique qui change pas. Et si la politique de la TNA change et qu'ils acceptent enfin de retourner plus dans le côté indie et d'accepter d'être au même niveau qu'une promotion indie et pas essayer de concurrencer la WWE, là ils pourront faire quelque chose de bien. Parce que là ils vont pouvoir arrêter de voir au-dessus de leurs moyens et revenir un peu aux bases. Alors là je coupe 2 secondes l'interview, c'est pour dire... Alors, je crois que tu as des fans sur le chat. Hein. Et le chat est assez unanime, tu plais au chat. Bon, bah c'est cool. Merci. Ouais, non, c'est clair. Et puis, on a pas mal de monde justement dessus. T'attires du monde en plus, donc merci à toi. Ah, cool, merci. Mais donc, ouais. Mais le truc, c'est vrai qu'il y a pas mal de réactions. Bon, là, on les lira de toute façon après la pause, comme tout à l'heure. Hein, c'est pas le problème. Mais tu vois, justement, c'est intéressant quand même de parler de santé et tout, etc. Parce que est-ce que tu penses que finalement, je suppose que oui, vu ce que tu viens de dire, que le gros problème de la TNA, c'est tout simplement de s'être vue à une place qu'elle n'était pas. À force qu'on lui répète tout le temps qu'elle est la 2e plus grosse promo mondiale, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai. Mais et tout, finalement, est-ce qu'ils se sont pas vus beaucoup trop grands et que ça les a précipités complètement vers le fond, quoi. Ils ont eu comment on appelle ça, un push à un certain moment où ils ont fait venir plein d'anciennes stars de la WWE. Et là, justement, c'est là qu'ils ont décollé et ils n'ont pas réussi à suivre derrière, à mon avis. Parce que c'est à ce moment où il y a eu toutes ces stars qui sont arrivées, Ric Flair, Sting, Hulk Hogan, tout le monde est arrivé. Et pas longtemps après, ça a commencé à redescendre. Alors, est-ce qu'ils ont trop investi là-dedans, qu'ils n'ont pas eu un bon retour sur investissement? Ça, je sais pas. Pour moi, comme j'ai dit, et je soutiens, la TNA devrait revenir aux bases et pas essayer de concurrencer un géant qui peut les couler quand ils veulent. Déjà, la TNA à l'époque, on se rappelle justement quand ils avaient annoncé les retours de Hogan et Sting, ils avaient eu un mouvement qui était excellent. Ils avaient fait grande annonce. À partir de maintenant, on est en concurrence le lundi face à Raw. Et ils sont bien sûr fait détruire. Et quelques semaines plus tard, ils ont fait oui, grande annonce. Finalement, on a décidé que c'était mieux le jeudi. C'est un peu ça, hein. Il y a une fierté de la TNA, justement, qui a repris Sting, donc ils ont fait un buzz en le reprenant. C'était un truc de fou quand il est revenu. Tout le monde a regardé. Alors forcément, tous les fans de WWE ont regardé ça, parce que on ramène une légende. On ramène une légende à la TNA, donc là à ce moment-là c'est pas trop dur de faire de l'audimat. Maintenant, comme je dis, faut pas oublier que la WWE, en un claquement de doigts, faut fermer la TNA. Ouais, bon, on va rester sur ce point avant de passer à la deuxième pause musicale. Bien sûr, on continuera l'interview après. Donc on se dit à dans quelques minutes avec Zara Larsson, Lush Life. Et après la pause, on reprendra donc les questions des auditeurs et les réactions. À dans quelques minutes. À plus tard, merci. Et de retour dans l'émission. Alors, on peut le dire autant dans l'équipe que sur le chat. Je crois que notre invité fait vraiment l'unanimité. Vous réagissez à fond à un tel point qu'on va durer un petit peu plus longtemps ce soir. Et bon sang, cette phrase faisait moins dégueulasse dans ma tête.
Et en tout cas, il y a beaucoup de questions. Un petit point sur les questions sur le chat. Alors, on demande si tu as déjà fait face à Tom Laroufa. Non, jamais. Est-ce que tu aimerais? Non, jamais. Non, 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 c'est bon. pourquoi pas, non, si on a l'occasion de se rencontrer une fois. On s'est même jamais vu en vrai, en fait. On s'est jamais rencontré en vrai. Pourtant, Ouais, jamais. c'est drôle parce que vous avez plus ou moins le même parcours en fait. On était dans la même ville pendant très longtemps et on s'est jamais rencontrés. Mais même C'est au vrai, niveau de la ICWA et de la WS, en fait, vous avez été. On s'est toujours croisés en fait avec Tom. On s'est toujours croisés. Il partait, j'arrivais, il partait, j'arrivais. En fait, vous êtes la même personne. Ouais, exactement. Ah bah la vache, il a changé, hein. C'est la barbe, ça. Voilà. Donc oui, d'autres questions sur le chat. Pour l'instant, je ne crois pas. N'hésitez pas à les poser. On les transmettra. Voilà. Bah déjà on peut lui dire le compliment parce que on va pas vous mentir, on a dit en antenne qu'effectivement vous sembliez bien apprécier Jenny. Donc il y en a beaucoup qui disent ça fait plaisir d'entendre un worker parler comme ça. Ils sont étonnés de ta réponse parce que justement le Tom Laroufa dont on parlait à l'instant et Lucas Di Leo ont un avis complètement contraire par rapport aux médias internet. Et est-ce que donc toi tu comme tu nous le disais, tu penses en fait qu'ils finalement ils ont tort et qu'ils voient pas l'intérêt que nous autant que les autres d'ailleurs, les pages, les web radios et tout, etc. Tu penses qu'ils ont les yeux fermés à ce niveau-là que, comment dire, Joe et moi, Ils ont tort. qu'ils ont tort, ouais. Vous me demandez de prendre position. Non, en fait, je vous dis honnêtement, j'ai pas assez de connaissances par rapport à ça. J'ai pas beaucoup de temps pour traîner sur Facebook et ces choses-là. Donc du coup, je vois très peu. En fait, depuis que vous et Catch au quotidien m'ont contacté pour faire ces émissions, avant, en fait, je connais que ces deux. Je vous dis honnêtement, j'en connais pas d'autres. Et pour moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai été voir un peu vos pages avant d'accepter quoi que ce soit, j'ai vu que vous partagez vraiment de l'info de qualité. Alors maintenant, je ne sais pas ce que font les autres. Si Lucas Di Leo et Tom Laroufa disent ça, je sais pas s'ils s'adressent directement à vous. S'ils s'adressent directement à vous, je cherche la paille chez vous, mais je pense qu'ils doivent avoir plus de références, connaître plus de web radio et connaître plus de pages qu'ils peuvent critiquer en fait. Après, je ne sais pas exactement pour Tom Laroufa et Lucas Di Leo. Je pense qu'il y a aussi peut-être une distinction à faire entre. Là, ça va paraître très prétentieux, c'est pas du tout mon but. Mais par exemple, nous dans l'équipe, on est plus ou moins tous des workers à différents degrés, et il y a peut-être une différence effectivement avec le petit jeune de 12 ans qui fait des montages sur Paint chez lui. Je pense que c'est peut-être plus de ce côté-là, sans forcément vouloir cracher dans toute la soupe en fait, ce qu'il voulait dire. Bah voilà, après c'est vrai que je vois quand même passer des trucs de temps en temps sur les réseaux sociaux, de pages qui parlent catch, où justement on me tag dedans pour que je vois ou pour que je partage, où j'avoue c'est pas fameux. Alors maintenant peut-être que c'est de ces pages-là qui parlent, où l'info est très mauvaise. Notamment voilà, comme on dit, des jeunes de 12 ans. Alors c'est joli ce qu'ils font les jeunes de 12 ans, c'est cool, ils essayent de faire vivre le truc et tout, mais eux n'ont pas cette barrière en fait. Ils n'ont pas, vous avez justement, parce que vous êtes, comme vous dites, à des workers à différents niveaux, vous connaissez la barrière à pas franchir. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait la qualité de votre travail, et je parle aussi je parle des concurrents, hein, Catch au quotidien, qui fait la qualité de leur travail, parce qu'ils ont une barrière en fait qu'ils vont pas dépasser. Ils vont donner une info sans vraiment aller dans la sphère privée du catcheur, dans la sphère privée du catch en lui-même. Donc, alors maintenant, si Lucas Di Leo et Tom Laroufa parlent de vos émissions, je ne suis pas d'accord avec eux, et s'ils parlent des autres, je ne peux rien dire parce que je ne sais pas. Alors bien sûr, non, on n'a pas été visé directement. On en profite. Bon, déjà on est sous cette forme, on est relativement récent, mais si jamais cette émission vient aux oreilles de Lucas Di Leo ou même de Tom Laroufa, ce sont bien évidemment les bienvenus pour venir, pourquoi pas répondre, ou même s'ils veulent parler d'eux, il n'y a pas de souci, ce sont bien évidemment les bienvenus. Une petite question qui est passée inaperçue tout à l'heure sur le chat qui me semble assez intéressante. C'était Simon Emos qui nous demandait par rapport à l'usine à catch, donc serait-il possible d'avoir des catcheuses féminines comme professeurs? Ah, c'est pas bête, oui. Petit pervers. Non, bah oui, enfin. En fait, je me suis jamais tellement intéressé au catch féminin en Europe, parce que voilà, moi je suis pas promoteur, je suis juste catcheur. Donc c'est vrai que pour vous faire rentrer un peu dans la zone backstage du catch, les catcheurs n'interagissent pas énormément avec les catcheuses.
donc j'en connais pas. J'en connais très peu de catcheuses françaises, donc très peu que je pourrais faire venir pour donner des stages. Après, j'en connais une ou deux en Angleterre, donc pourquoi pas, s'il y a vraiment une demande, c'est quelque chose qui est faisable. Oui. Donc potentiellement tout est ouvert et rien n'est impossible en fait. Mais voilà, l'usine à catch est toute nouvelle, on prend toute bonne idée et bonne à prendre. On va marquer une dernière petite pause avant une dernière partie d'émission. Encore une fois, n'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Et je vous dis donc à dans quelques minutes après un morceau de Edia featuring Christine Marie qui s'appelle Your Mind. À tout de suite. De retour dans l'émission pour cette dernière partie. Encore une fois, merci de participer sur le chat. Encore une fois, merci à notre invité Jenny Leon. Et avant de reprendre l'interview, je vous rappelle que le podcast Schlopen News, c'est aussi une page Facebook et très bientôt une toute nouvelle chaîne YouTube qu'on va vous mettre sur la page Facebook dès qu'elle est prête. On est en train de fignoler. Retour à l'interview donc avec notre invité Jenny Leon. Bonsoir. Voilà, je propose qu'on enchaîne direct avec les questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Si ça va tout le monde. Hein. Il nous reste un petit quart d'heure. Ce soir, on a la permission. D'accord, un petit quart d'heure. Et d'ailleurs, tu as oublié de mentionner notre futur site internet dédié à l'émission. Mais passons là-dessus. Bien évidemment. Voilà. Donc, Jenny, en fait, j'ai une question qui me trottait en tête tout à l'heure. Perso, j'ai commencé à être fan de catch dans les années 80. Comme je disais, je regardais la WWE, Hulk Hogan, Bret Hart et tout, etc. Et je voyais ça donc à la télévision. Et finalement, on n'avait pas internet, on avait vraiment seulement ce qu'on nous donnait à la télé. Et finalement, je voyais les mecs comme des super-héros. Est-ce que tu penses que Internet a un petit peu gâché ce côté-là de la magie ou des gars qui étaient vraiment nos héros à nous? Ou est-ce que tu penses que c'est une bonne chose finalement de savoir un peu plus sur les personnes derrière le costume de catcheur? Je pense que c'est le côté people en fait qui est obligatoire. On a une génération qui est très très people. Ils aiment connaître les petits ragots, ils aiment connaître toutes ces petites conneries. Donc oui, je pense que c'est bien parce que si on leur donnerait pas ça maintenant, ils seraient un peu frustrés. Vous savez, c'est un peu comme quand on découvre par exemple un chanteur ou comme ça, qui est pas encore très connu et qu'on peut le trouver nulle part sur internet, personne n'en parle et du coup il y a un peu de frustration parce qu'on aimerait bien savoir justement d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené à ce style musical ou ces choses-là. Et du coup je pense qu'on est obligé maintenant de rendre le truc un peu plus people et c'est pas directement les fans en fait qui l'ont rendu plus people et qui l'ont rendu comme ça, c'est directement les grosses compagnies en fait qui ont amené un peu ce côté people. Vous voyez bien sur les Instagram de tous les catcheurs WWE. Désolé, je vois un message d'un de mes potes qui écoute l'émission et qui se fout de ma gueule en même temps. Il s'appelle comment? C'est Jacob Brifa, si vous voulez bien le. Voilà, bravo, on ne te félicite pas. Plein d'ajouts sur Facebook, emmerdez-le. Non, je pense que c'est les grosses compagnies, par exemple avec Instagram, comme je disais, où la WWE va presque demander à ses superstars de poster des trucs un peu plus dans la vie privée, parce que maintenant les fans c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir et le catcheur sur le ring et un côté de la vie privée. D'accord, donc tu penses vraiment que c'est plus une histoire de contexte de société plutôt que juste les fans qui se sont immiscés dans la vie privée des catcheurs. Ok. Oui, bien sûr. En fait, on s'est immiscé, les fans sont immiscés dans la vie privée des catcheurs parce que les catcheurs l'ont proposé leur vie privée. Parce que s'ils l'avaient gardée secrète comme avant, il n'y aurait pas eu de problème. Alors c'est vrai qu'Internet ça a donné un bon coup de pouce, mais voilà, c'est comme ça. Faut vivre avec son époque. Ok. Eh bien, je te remercie. Bah écoute, je pense que c'était notre dernière question. Enfin, si, une petite question suivante pour faire la transition. Est-ce que tu regardes en ce moment la WWE en ce moment? Est-ce que tu regardes le catch américain et plus spécialement donc la WWE en ce moment? En fait, j'aime bien regarder. J'aime juste pas regarder quand c'est pas en direct parce que de toute façon je me fais spoiler avant et je m'emmerde vite quand ça a été spoilé. Vu que c'est temps, j'arrive pas à aller me coucher assez tard pour regarder en direct. Je regarde, vous savez, les chaînes, la WWE qui poste les 10 meilleurs moments de Raw, les 10 meilleurs moments de SmackDown. Et par contre, je suis tous les pay-per-view en direct. Ça, je les suis parce que j'aime ça. Avec mon pote que vous connaissez sûrement, Tom Sanders, on se voit tous les soirs de pay-per-view pour les regarder en direct. Parce que ça, c'est vraiment notre petit kiff qui nous reste. Laissez-nous ce qu'on peut encore avoir. Et donc oui, je suis encore sur les pay-per-view et tout ce qui est les meilleurs moments et je me tiens un peu informé des storylines. Donc est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé hier à Raw?
à Raw. Non, bah non, parce que j'ai pas encore regardé les 10 meilleurs moments. Ah, bah zut, on va te spoiler alors. Ouais, Attends, allez. Est-ce qu'on te spoil? Ouais, spoilez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'important à Raw? On commence bah, par quoi? Bah, par le plus Chris important, Jericho, quand même. champion des États-Unis. Chris Jericho qui n'a jamais eu ce titre avant. Voilà. Ouais. Il n'a jamais été champion US. Bah d'ailleurs, maintenant, ce sera le seul. Il aura eu tous les titres à la WWE, l'ami Chris Jericho, puisqu'il a battu avec l'aide de Kevin Owens dans un match handicap. Il a battu Roman Reigns pour le titre des États-Unis. Et ça y est, Chris Jericho a tout fait. C'est officiel. Le seul titre qu'il n'aura pas, pour des raisons logiques que vous pouvez comprendre, c'est le titre Woman. Mais sinon, il aura tout fait. Ah, quoique, non. Non, du coup, non, il y aurait un titre qu'il n'aura pas eu, puisque bientôt on va avoir un nouveau champion, le champion de Grande-Bretagne. Oui, mais il a pas eu le titre européen non plus, je crois. Il l'a eu. Il l'a eu? Oui. Il y avait eu un match, si je me rappelle bien, où il a battu Kurt Angle pour le titre européen. Autant pour moi. Mais non, il a tout eu, sauf le nouveau titre Cruiserweight, puisque techniquement il a... Il est pas Cruiserweight. Oui, enfin, si, techniquement il l'est, c'est ça le pire. Enfin, il n'est plus, il est Cruiserweight selon les anciens critères de la WWE, mais pas selon les critères actuels. Du coup, il doit être à plus de 205 il a livres. 231. Voilà, donc il est légèrement au-dessus. Ouais, Ouais. Il perd quelques centimètres de cheveux. Merci c'est bon, Alex, quoi. c'était très pertinent. Oh, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme information? On a eu des nouveaux participants pour le Rumble. Oui, l'Undertaker Oui, ça, qui c'est prend la vrai. place de Vacant. On a l'Undertaker effectivement qui a fait son retour à Raw, ce qui est assez surprenant, puisque tout simplement il était censé être à SmackDown, mais bon, comme nous le dit Wikipédia, c'est une superstar qui ne fait pas partie d'un roster. Voilà, on sait même pas s'il fait partie de la WWE. À mon avis, il a vu de la lumière, il est rentré. Donc, D'ailleurs, ça a été fait un peu sur le tard. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils avaient peut-être peur de, comment dire, ils avaient peut-être peur de pas avoir d'audience à ce Raw, puisqu'en fait il y a eu pas mal de choses assez importantes quand même quand on regarde. Il y a eu donc déjà ce changement de titre. On a eu donc l'annonce de l'Undertaker. Michaels. On a eu Shawn Michaels, le retour de Shawn Michaels effectivement. Et ça fait pas mal quand même pour un Raw, hein, même pour un Raw de 3 heures hein, finalement. Justement, pour en revenir de petites secondes aux réseaux sociaux, c'est quand même assez intéressant. Parce que je vois que Seth Rollins justement a été annoncé, bon lui on se doutait qu'il allait participer au Rumble, mais il l'a quand même annoncé sur son Twitter quoi. Le mec. C'est pas évident. J'imagine mal les catcheurs le faire sur Minitel à l'époque, cela dit. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est pas ça, mais je trouve ça marrant quand même. Au moins, en général, ils le disent à la télé où ils sont pas annoncés du tout, mais bon, le mec il dit bon, je participe pas au Rumble. Ok, super. Oh Joe. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Minitel. Ah oui, c'est vrai qu'Alec, toi tu ne peux pas savoir, le Minitel c'est ce qui remplaçait l'ordinateur avant. Et toi, d'ailleurs, ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, le Minitel vous y arriverez dans 5 ans, pas d'inquiétude. D'ailleurs, toi, Gianni, qu'est-ce que t'en penses de ces nouvelles qu'on a appris hier à Raw? Là, comme tu le dis, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder, donc du coup, j'arrive pas à me mettre bien dans le truc. Ça a l'air d'être un beau Raw que j'ai loupé là. Peut-être que c'est un problème de peur de pas faire trop d'audience et tout. Mais c'est toujours un peu comme ça avant le Rumble. Il y a toujours, on s'attend toujours à des trucs avant le Rumble et pendant le Rumble. Donc ça me surprend pas encore tellement en fait, j'avoue. Alors, est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec justement SmackDown qui a battu récemment Raw dans les ratings? Parce que la WWE veut pas, même si c'est inconsciemment, faire que Raw reste leur show étendard en fait. Mais de toute façon, la WWE ne veut pas. Quoi qu'il arrive que ça passe SmackDown, on sait que pour eux c'est un show de, je vais pas dire seconde zone parce qu'ils ont un niveau extrêmement bon, mais vous avez bien vu que la plupart des mecs de NXT débutent quand même à SmackDown parce que c'est quand même moins un risque. Sachant que du côté de SmackDown, on a quand même, il y a quelques années on aurait peut-être été d'accord avec toi, mais SmackDown, faut quand même reconnaître qu'ils ont quand même il y a du lourd, il y a John Cena, il y a AJ Styles, il y a Randy Orton, c'est quand même devenu quelque chose qui est huge quoi. Ça fait pas toujours qu'ils sont là. Enfin, Cena et tout ça, ils étaient quand même. Ils ont Cena qui était sur SmackDown au début, et après il est parti sur Raw. Il est resté très très longtemps sur Raw parce que c'était le show numéro 1. S'il est parti sur SmackDown, c'était parce que on préparait ce SmackDown live qui allait partir, qui était le gros buzz où les deux shows allaient être en live en fait. Après, c'est très loin d'être bête ça. Bah oui. C'est vrai que ouais. Et donc toi tu vois un retour de Cena genre à Raw une fois que SmackDown sera bien installé en mode live?
Maintenant, je pense que vu que maintenant on est sur deux shows live, je pense qu'ils vont essayer de garder Raw quand même comme le show phare et SmackDown comme toujours le faire monter de plus en plus parce que le but c'est d'avoir un très haut niveau dans les deux shows. Mais ils vont jamais inverser la tendance, ils vont jamais vouloir que SmackDown soit devant Raw parce que Raw a toujours été devant SmackDown et ça restera comme ça. Ça m'étonnerait, ça serait très bête, je veux dire financièrement de faire passer SmackDown devant Raw parce que c'est quand même Raw qui a le plus de sponsors. Puis c'est le show historique aussi. Exactement. Sinon, effectivement, on a vu les choses les plus importantes au Rumble. Donc on a la confirmation effectivement qu'au Royal Rumble, Charlotte Flair défendra son titre contre Bayley. Très beau match en prévision. Et je ne suis plus sûr si ça a été... Non, ça n'a pas été officialisé, mais on aura probablement également la défense du titre par équipe de Raw avec l'équipe Sheamus et Cesaro face à Luke Gallows et Karl Anderson. Et avant de conclure, je voudrais votre avis sur deux choses. Alors, on va commencer par un truc assez simple. Est-ce que vous pensez que Stephanie McMahon est un personnage qui n'en fait pas un peu trop? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on la voit, elle rabaisse des... Bon, d'accord, c'était une réponse... Claire, non mais elle est là pour se mettre en avant. J'ai l'impression que c'est plus pour se mettre en avant elle que le catcheur, mais c'est quand même bien fait parce que elle a quand même montré une figure autoritaire, quoi. Donc les gens prennent pitié de la personne à qui elle clash. Pour moi c'est son travail à elle. Maintenant, bah ouais, mais justement, c'est dommage de mettre en retrait. Donc toi, je pense que c'est trop. Non, parce que je pense pas que ce soit trop. Un peu. Non, franchement, pas du tout. Parce que d'un côté, faut garder à l'esprit un truc. C'est que, vous voyez les choses en termes de gimmick. Stéphanie, ça a toujours été c'était la princesse. C'est je me permets tout, je peux faire tout ce que je veux, etc. Je suis, voilà, c'est le délire du m'as-tu vu, je dirai ce que je veux et je vous emmerde. Désolé du langage. Donc voilà, moi je trouve qu'elle le fait à la perfection. C'est comme ceux qui détestaient Vicky Guerrero. Honnêtement, elle était au top dans ce qu'elle faisait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elles le font à merveille. Moi je vois ça comme ça, perso. Et toi, Gianni? Oui, bah, à mon avis, c'est un peu le rôle de Vicky. Enfin, c'est pas directement le rôle de Vicky Guerrero qu'elle reprend, mais on essaye vraiment de créer un personnage autour de Stephanie McMahon et je trouve qu'elle fait très bien son boulot comme Triple H où à la fin, si vous vous rappelez sûrement bien sûr, au niveau de l'évolution, quand on parlait de l'évolution, où le show Raw se finissait avec l'évolution, on détestait Triple H. Ils ont le même style de travail, je trouve qu'ils font très bien leur boulot où, dès le moment où ils doivent se faire détester ou aimer, c'est-à-dire qu'ils savent très bien gérer les foules et c'est pour ça qu'elle est là. Je pense que c'est un élément phare en fait de la WWE en ce moment. Et l'autre question avant de finir la mission, parce que mine de rien le temps avance, est-ce que vous pensez finalement après quelques mois que ça a commencé que la division Cruiserweight est un succès ou un échec? Tu parles de la division en tant que qualité de catch ou la division avec global, la globalité. Ah, le show est chiant comme la pluie dans le concept. Il y a des super performances, ça c'est pas le problème. Les mecs sont très bons dans le ring. Il y a zéro storyline, il y a rien. T'as l'impression que les gars on les fout sur le ring en disant allez-y, faites un match. Ok, merci, suivant. Le tournoi était un très bon départ et puis je crois qu'ils ont perdu le moteur en plein chemin, quoi. Ah clairement, ouais, le tournoi. D'ailleurs, un coucou à Tristan s'il nous écoute. Clément, on te salue bien bas. Et toi, Gianni, qu'en penses-tu de la division Cruiserweight? La division en elle-même, là, je pense qu'ils ont... C'est triste à dire, mais je pense qu'ils ont touché le fond. Le tournoi en lui-même, c'était ouf. J'ai adoré ce qu'ils ont fait commercialement autour de ça. En plus, c'était cool parce c'est vraiment leur but en ce moment, c'est de ramener les fans de catch de l'indie, de les ramener à la WWE. C'est vraiment leur but. Et avec le tournoi Cruiserweight, ils ont fait ça, ils ont fait un truc de ouf parce qu'ils ont pris des catcheurs très suivis partout. Voilà, comme on parle de Tristan, qui est très très suivi sur les réseaux sociaux en France. Énormément de gens le connaissent. Et du coup, ils savaient très bien que de toute façon, ils allaient ramener des gens. Je me rappelle d'un truc que William Regal nous avait dit quand on était au Performance Center là-bas. Il nous avait dit, croyez pas que vous serez signé s'il n'y a pas au moins 5000 personnes qui adhèrent au network. Parce que c'est ça qui va nous rapporter de l'argent réellement. Et c'est ça la stratégie. Vous voyez la stratégie comme ça. La WWE va prendre des gens qui vont faire
des inscriptions au network, parce que le network c'est le gros truc WWE en ce moment. Et j'ai trouvé que le Cruiserweight Challenge, ça a été un truc de ouf pour ça, parce qu'ils ont super bien réussi leur coup. Et après c'est tombé, mais même sur la fin du tournoi en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le début du tournoi était beaucoup plus médiatisé que la fin du tournoi. Après, je sais pas si c'est qu'un ressenti que j'ai eu. Et maintenant, ce qu'on en voit, voilà, le ring SmackDown où on change juste les cordes, on en met des violettes et on met deux gars qui font 60 kilos pour se taper dessus. Ça fait un peu cheap en fait. Je trouve que ça leur ressemble pas du tout. Bah écoute, ce sera les mots de la fin. On va vous dire au revoir. Malheureusement, ça a été un super moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous pour l'invitation. Et voilà, écoutez, on va vous dire au revoir. Et une fois n'est pas coutume, ça sera Gianni Leone qui prononcera les derniers mots de cette émission, donc il pourra dire ce qu'il veut pour finir. Et nous, en attendant, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas la page Facebook, la future chaîne YouTube, le futur site. Et à la semaine prochaine. Et voilà, je vais laisser mes comparses dire au revoir eux aussi. Et enfin, ce sera Gianni Leone qui vous dira le mot de la fin. Gwen ? Bah écoutez, déjà merci à tous de nous avoir écoutés, parce que je pense que vous avez été relativement nombreux, ça nous a fait super plaisir. Merci à ceux qui étaient sur le chat, parce que là vous avez été déchaînés les gars. Donc ça c'était vraiment cool. Et c'était un plaisir de revenir, on s'est bien éclaté. Donc merci à tous, bonne année tout le monde. Et puis je passe la parole à notre Belge de compagnie. Ça fait vraiment un chier. Merci aux auditeurs de Zone Radio, merci aux auditeurs du Direct Wrestling, merci aux gens qui ont aimé le chat, qui ont animé le chat. Merci à Gianni aussi, tu repasses quand tu veux dans l'émission, tu connais nos adresses pour nous travailler. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats, d'autres sujets catchesques, et à bientôt sur nos pages, page Facebook, page YouTube, page internet. Page Minitel aussi pour nos amis belges. Page Minitel et page téléphone. Rendez-vous compte quand même, avant de repasser la parole à Gianni, je suis désolé, mais on a réussi à faire toute une mission sans faire de vanne sur les Suisses. Je tenais à le dire. Voilà. On a été neutre. En France, là, vous avez plus d'excuses. Voilà. Bon allez Gianni, on te laisse le mot de la fin. Ok, merci à tous, merci aux auditeurs, merci à toute l'équipe de Podcatch. Vous avez été super cool, je découvrais votre page et là j'ai été invité sur votre émission. C'était super classe. Merci aussi à tous les auditeurs, merci d'avoir réagi sur le chat. J'ai eu le temps d'aller jeter un coup d'œil, c'est super cool ce que vous avez écrit. Moi je vous dis en tout cas, suivez ces petites pages internet qui se font en ce moment, même si certains catcheurs disent que c'est contre-productif. Suivez-les et n'oubliez pas l'usine à catch. Premier stage c'est le 18 et le 19, je me plante déjà, février. Et réussir est un choix. N'hésitez pas à faire 5 heures de route pour venir. Merci à tous et bonne soirée.